Alors, afin de ne pas prendre trop de retard, je vous propose qu'on ouvre officiellement ce webinaire et les personnes qui se connectent avec un peu de retard prendront les échanges en cours. Donc, rebonjour à toutes et à tous. Je suis Aurélie Dubois, donc déléguée générale de l'association Respect Océan. Et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour notre webinaire sur le thème de l'hydrosphère, organisé en partenariat avec Change Now, autour de Heidi, Romain et Mathieu. Donc sur le thème de l'hydrosphère, qui est un sujet d'actualité. Donc Santiago vous précisera un petit peu le contexte dans lequel on a organisé et souhaité organiser ces échanges aujourd'hui. Et je vais commencer par un bref rappel sur l'association Respect Océan, donc qui est une association loi 1901 et qui fédère des acteurs économiques et associatifs et organisations qui portent des solutions, des innovations et des actions pour concilier le développement économique et la préservation de l'océan. Donc, le but de l'association, c'est de fédérer ces acteurs, c'est de promouvoir leurs solutions et c'est de les aider à développer leurs projets. Donc, n'hésitez pas, si vous souhaitez avoir des détails sur l'ensemble de nos activités, à consulter notre site internet ou à suivre notre page LinkedIn. Donc, vous aurez la possibilité, que ce soit en live sur LinkedIn ou sur Zoom, de poser vos questions durant toute la série d'échanges. Et nous aurons une session de questions-réponses à la fin qui vous permettra donc qui nous permettra de relayer vos questions à l'ensemble de nos explorateurs aujourd'hui qui sont en Bretagne, au Svalbard et dans les Alpes. Donc, comme nos autres webinaires, celui-ci fera l'objet d'une facilitation graphique en direct par Fanny Didou, qui accompagne la plupart de nos événements en ligne. Et j'ai le plaisir d'animer donc cette session d'aujourd'hui avec Santiago, qui est l'un des fondateurs de Change Now et qui va donc se présenter dans quelques instants. Donc, merci à toutes et à tous, que ce soit les participants, les intervenants, mais aussi Santiago. Et je te laisse maintenant la parole pour contextualiser un petit peu cet événement d'aujourd'hui et poser les premières questions à nos explorateurs. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous un bon webinaire, que vous soyez sur LinkedIn ou en direct avec nous sur Zoom aujourd'hui. Très bien, merci Aurélie. Ravi de vous avoir tous ici. Moi, c'est Santiago Lefebvre, je suis fondateur et président de Change Now. Change Now, qui est une entreprise sociale, une entreprise de l'impact, dont la mission est d'accélérer la transition écologique et sociale. Et on le fait à travers différentes actions, mais notamment par l'organisation de notre domaine. On organise chaque année en fait le plus grand événement mondial des solutions pour la planète. Et voilà, notre mission est vraiment d'accélérer la transition à travers ceux qui portent des solutions concrètes pour cette transition écologique et sociale. Je dirais qu'on est super content d'animer ce webinaire avec Respect Océan, avec qui on travaille depuis maintenant 3 ans, et surtout autour d'un sujet aussi clé que l'eau, que le cycle de l'eau, et avec des personnalités aussi inspirantes que Heidi, Romain et Mathieu. Avant de démarrer avec la présentation de chacun, je voulais juste qu'on mette un petit peu le contexte. C'est-à-dire que là, en plus, on entend beaucoup parler maintenant. On sort déjà d'une année dernière où le stress hydrique était hyper fort. C'était vraiment peut-être la première fois où on arrivait à rattacher aussi fortement la problématique de l'eau avec le réchauffement climatique. On est déjà maintenant en février seulement et on a déjà des premières alertes avec le ministre de la Transition écologique qui appelle à déjà prendre des mesures de restriction. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit décryptage en fait de qu'est-ce qui se passe et de où est-ce qu'on en est d'un point de vue de ce dysfonctionnement du cycle de l'eau? Qui veut prendre Heidi, Mathieu, Romain? Je peux attaquer, ouais, Santiago. En tout cas, merci pour votre chaleureux accueil. Je suis super contente de vous retrouver ce matin. On sait que la situation, elle est déjà cataclysmique à une période vraiment cruciale de l'année. Parce qu'on a tous entendu. Alors, Anne, si ça te dérange pas, on est dans une situation, une époque charnière en fait de l'année, pendant laquelle les nappes phréatiques sont censées se recharger. Et comme vous l'avez vu, très peu de pluie, très peu de neige. Vraiment chaque partie du cycle de l'eau qui est affectée, qui fait que
nos nappes phréatiques sont vraiment dans une situation extrême de crise qui nous laisse paraître des mois assez difficiles pour le reste de l'année. Moi, je peux vous parler plutôt de ce qui se passe en montagne et je laisserai mes camarades parler du reste du cycle de l'eau. Mais au niveau des glaciers, au niveau de la neige, on sait que les précipitations ont été très faibles. Et les montagnes, les Alpes, eh ben, ce sont les châteaux d'eau de notre pays, les châteaux d'eau de l'Europe. Et on sait que même à ce niveau-là, même à haute altitude, il y a très très peu de neige. Et ça risque d'être compliqué pour les glaciers pour les mois à venir. Peut-être pour compléter, déjà moi je suis super content d'être ici avec tout le monde, donc merci pour l'invitation. Et pour compléter, moi je dirais que je ne suis pas expert en hydrologie. Par contre, en tant que nageur, c'est mon terrain de jeu et je suis quand même très curieux de ce sujet. Et je suis vachement touché par ce sujet. Et donc, je me suis beaucoup intéressé en fait, à ce sujet l'été dernier. Du coup, j'ai été beaucoup touché par cette thématique en tant que nageur, notamment à Annecy, en voyant l'été dernier le lac s'assécher progressivement. Et du coup, j'ai eu un petit mouvement de sensibilisation où je suis allé voir des hydrologues, je me suis renseigné, j'ai lu des bouquins sur le sujet. Et en fait, le premier truc qui m'a marqué, c'est que l'eau, il y a la même quantité d'eau sur Terre depuis les dinosaures. Ça m'a frappé parce que je me suis dit, en fait, on manque d'eau. Mais en fait, comment ça se fait? Parce que si on a la même quantité, comment est-ce qu'on peut manquer d'eau? Ce qui se passe, c'est qu'elle est répartie différemment. Et donc, qu'en fait, avec le réchauffement climatique notamment, l'artificialisation des sols, on perturbe tout ce cycle d'eau et qu'elle ne se retrouve pas aux endroits où elle devrait être. Ce qui fait que ça perturbe l'ensemble des cycles et on a des précipitations qui sont peut-être en volume presque les mêmes, mais de façon hyper abrupte et violente. Et on voit, par exemple, les inondations qu'il y a eu à Paris, à d'autres endroits. On a des inondations qui fait que l'eau ruisselle et ne va pas forcément être recaptée par l'écosystème. Donc, en fait, c'est un cercle vicieux qu'on voit et qui s'accentue en ce moment avec cette période où on manque d'eau et du coup, les écosystèmes comme les forêts manquent d'eau, qui ne peuvent pas assurer vraiment l'évapotranspiration, etc., etc. Et donc, il y a des effets en chaîne qui sont assez importants et qui fait que pour le petit nageur que je suis, malheureusement, je vais continuer à pouvoir voir la sécheresse dans les années à venir. Et bref, on parlera peut-être plus tard des solutions, mais déjà sur le constat, c'est assez alarmant. Et là encore, on parle beaucoup de la France, mais dans le monde entier, il y a des pays où il y a des catastrophes qui sont d'une ampleur énorme, qui font que c'est peut-être un des gros sujets, en tout cas sur lesquels on doit se pencher. Romain, je vais me tourner vers toi pour savoir si tu veux dire un petit mot. Et en même temps, n'hésite pas, on va enchaîner avec justement ce qu'on avait prévu aussi par rapport à ça, c'est décryptage, mais en même temps, présente-toi un petit peu plus justement ton lien à l'eau. Toi, tu clairement, c'est dans ton terrain de jeu aussi. Tout à fait. Bonjour un peu. Ravi de vous revoir, vous rencontrer aujourd'hui. Alors moi, mon sujet, il est un petit peu plus macro, j'allais dire, puisque je reviens d'un tour du monde à l'envers, donc d'est en ouest, que j'ai effectué l'année dernière, en 2022, en trimaran géant, sur une tentative de record. Et effectivement, je suis pas scientifique, je vais pas chercher des données, bien que on a essayé, on en a récolté un petit peu pour des scientifiques, notamment sur le sujet de la pollution sonore. Moi, ce que je peux dire, c'est effectivement, globalement, on voit une dégradation générale. Voilà, tous les sujets qu'on sait, l'acidification des océans, etc., la hausse des températures et autres. Bien sûr, j'ai rencontré pas mal de gens qui sont notamment, je pense à des gens comme Coral Gardeners qui replantent le corail, etc., qui font un boulot extraordinaire et qui constatent effectivement la dégradation. Et après, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, moi, j'ai observé sur cette dégradation, effectivement, des gens qui se comportent mal, évidemment. Je pense à la surpêche, je pense à la pêche illégale, etc. On pourrait y revenir. Et effectivement, probablement, cette pollution sonore sur laquelle on travaillait a fait probablement pas mal de dégâts, puisque je devais rencontrer pas mal d'espèces sur mon trajet que je n'ai pas rencontrées. C'était vraiment la chose qui m'a le plus marqué, avec peu d'espèces rencontrées en mer, un peu de tortues, un peu de dauphins, quelques baleines par-ci, par-là, mais c'était pas grand-chose. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui s'est vraiment dégradé ces dernières années. Ouais, ce que je trouve intéressant en parcourant un peu ce que vous dites tous les trois, c'est qu'au final, l'eau et l'hydrosphère en général, on la dégrade, on l'a de différentes manières. C'est-à-dire que c'est à la fois des questions de disponibilité à un instant T ou à des endroits, c'est également parfois la qualité de l'eau qu'on a dégradée.
l'environnement, en fait, c'est beaucoup de choses qui sont perturbées. Donc, je pense que voilà, en fait, l'idée, c'était vraiment juste de recadrer par rapport à la complexité quand même des enjeux que l'on a à faire face aujourd'hui. Ce n'est pas que de la sécheresse, c'est plein d'autres enjeux. Et donc, c'est ça qu'on va voir avec vous aujourd'hui. Je vais commencer par toi, Heidi. Est-ce que toi, tu peux nous raconter un petit peu ton histoire, qui tu es, qu'est-ce qui t'a amené finalement à t'engager? Je sais que tu appelles tes glaciers tes petits glaciers, tu as un petit lien affectif en fait, donc raconte-nous tout ça. Oui, écoute, avant de me jeter sur les glaciers, j'ai grandi dans un petit village de Haute-Savoie, à côté d'Annecy, qui s'appelle Gruffy. Gruffy, c'est 1500 habitants, c'est au pied d'une très belle montagne qui s'appelle le Semnoz. Et en fait, Gruffy, on appelle ça le village aux 500 fontaines, parce qu'il y a toujours eu énormément d'eau qui descendait de la montagne. Chaque maison familiale, chaque ferme a un bassin, une petite fontaine. Et pour la première fois l'été dernier, on a vraiment vu la limite en fait de notre territoire, du fait que là aussi, un endroit où on a toujours eu une abondance d'eau, finalement, il y en a beaucoup moins qu'avant. Et c'est quelque chose qui m'a toujours touchée. Vraiment, toute ma vie a été rythmée par l'eau, jusqu'au jour où j'ai décidé de devenir glaciologue, donc d'étudier l'eau sous sa forme solide, sous sa forme glacée. Et aujourd'hui, on se rend compte de l'importance de chaque étape du cycle de l'eau, en commençant avec la cryosphère, donc ça fait partie intégrante de l'hydrosphère, ce dont on parle aujourd'hui, mais que les glaciers, la neige, et ben, tout ça, c'est une composante fondamentale du cycle de l'eau. C'est 70% de nos réserves d'eau douce qui sont dans la neige et la glace. Et aujourd'hui, mon travail se passe surtout au niveau de l'Arctique, là où je suis aujourd'hui. Je travaille pour le Conseil de l'Arctique et on essaye de comprendre la vitesse des changements et non seulement de les étudier, mais aussi d'alerter, de préparer en fait les populations à ce qui est en train de se passer. Et ce qu'on voit ici en fait dans l'Arctique est très très similaire que des observations que l'on peut faire, par exemple dans les Alpes françaises. On voit que ces régions de neige et de glace en fait réagissent beaucoup plus vite au changement climatique que le reste du territoire. Tu vois, les Alpes françaises se réchauffent 2 fois plus vite que le reste de la métropole, du territoire métropolitain. On sait que l'Arctique, ici où je suis, se réchauffe 6 à 7 fois plus vite que le reste de la planète. Et donc, les conséquences se font très vite sentir. Et aujourd'hui, mon objectif, c'est vraiment d'essayer de tous et toutes nous connecter avec ces régions qui sont soit lointaines, soit très proches, parce qu'on sait que tout ça est réuni sous le cycle de l'eau. Et que l'eau, bah, c'est Emma Aziza qui dit ça très bien. Elle dit l'eau, elle est pour tout. L'eau, elle est partout. Elle est dans notre corps, hein, c'est 2/3 de notre poids. Elle est dans ce qu'on mange, dans nos vêtements, dans l'énergie, dans le transport fluvial, dans les écosystèmes. Et vraiment, notre objectif aujourd'hui, je pense, commun à nous trois, ça va être de vous montrer toute son importance, mais aussi toute sa fragilité et tous les moyens d'action que l'on peut avoir pour protéger ce qu'il y a de plus précieux, évidemment, l'eau sur Terre. Ouais, ça me fait penser à ce qu'on dit souvent. Enfin, de plus en plus, on entend ce terme de nous sommes nature, nous-mêmes. Et bien, en fait, nous sommes de l'eau également, en fait. Nous sommes de l'eau, ouais. Nous sommes notre propre réservoir d'eau, exactement. On fait partie de la biosphère, après tout. Oui. Il y a des très bonnes choses pour ceux qui ont par exemple, qui peuvent lire Dune. Dune, c'est un livre profondément tourné autour de ces sujets-là, puisque chaque personne est vue comme un réservoir d'eau pour faire survivre le reste de l'espèce. Donc, on est vraiment arrivé dans des niveaux de sécheresse énormes, mais c'est un livre qui apprend beaucoup de choses sur cette question de l'hydrosphère. Ouais, complètement. Et quand tu lis Dune, tu te rends bien compte que chaque goutte d'eau compte. Et je pense que c'est vraiment l'état d'esprit qu'on devrait avoir aujourd'hui où l'eau devient extrêmement précieuse. Et ça risque de ne faire qu'empirer. Donc, autant se préparer tout de suite à essayer de sauver chaque petite goutte d'eau parce que chaque goutte compte. Merci Heidi. Mathieu, toi, tu es nageur, tu es aventurier, je peux le dire aussi, aventurier. Ouais, allez. Vas-y, je te laisse te présenter un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas. Je te laisse te présenter. Et pareil, dis-nous en fait ce qui t'a touché à l'eau. Je veux dire que Dune, c'est exactement le livre que je suis en train de lire en ce moment. Je suis en plein dans le volume 2. Faut savoir que c'était un volume super long, il y en a 5. Au début, je pensais que c'était que le premier de 600 pages. Mais bref, en tout cas, c'est passionnant. Et je suis un peu sur la planète Arrakis en ce moment pour tout vous dire. À part ça, je ne sais pas, Heidi, comment tu fais pour appeler des glaciers
des petits glaciers. On dirait que c'est un truc mignon, sympa, dans lequel tu vas faire un peu de cocooning. C'est pas du tout le cas, c'est hostile, c'est violent, mais bon, tant mieux, hein, il faut des gens comme toi. Moi, du coup, mon voyage un peu dans l'aventure a commencé en 2017 avec un tour du monde en vélo sur les déchets plastiques. Et je suis parti avec mon cousin, en fait, pendant un an, on a pédalé 18 000 km à la rencontre de solutions face aux déchets plastiques. Et en fait, le plus gros impact, moi, ça a été les rencontres que j'ai faites parce que j'ai rencontré juste des gens qui étaient tellement engagés et passionnés par ce qu'ils faisaient que je me suis dit, mais en fait, c'est ça que j'ai envie d'avoir, quoi. C'est un truc qui m'anime, une petite flamme que j'ai envie de cultiver au quotidien. Et du coup, ça a été la combinaison en fait de la protection de l'environnement avec les aventures et donc plusieurs défis qui se sont finalement faits à la nage par rapport au vélo, dont un des derniers qui était, tu peux montrer la photo d'avant si tu veux, c'était la descente de la Seine à la nage pour parler de la pollution des mégots. Pourquoi les mégots? Parce que en tant que nageur, moi déjà, je suis très proche de l'océan, très proche de la mer, très proche des lacs, des rivières, parce que c'est mon terrain de jeu. Et donc, quand je vois un peu les graphiques sur les principaux déchets qu'on retrouve dans cet écosystème, le numéro 1 qui arrive, et c'est ce qui m'avait choqué à l'époque, c'est le mégot de cigarette. En France, pour vous donner un petit chiffre, c'est 40 000 mégots qui finissent par terre toutes les minutes. Et moi, quand j'ai appris ça, et après, l'autre chiffre qui m'avait marqué, c'était quand tu mets un mégot dans un aquarium, au bout de 3 jours, le poisson, il meurt. Un poisson, un mégot. Moi, ça m'a bluffé. Donc, en fait, on s'est dit, OK, on va faire un défi un petit peu fou pour interpeller les Français là-dessus. On va organiser le record du monde de collecte de mégots à Paris. Donc là, en 3 heures, on collecte 855 000 mégots. On voit la photo là, c'est juste hallucinant de se dire, ça, c'était dans les rues de Paris, quoi. Et un seul de ces petits trucs-là, ça tue un poisson en 3 heures, c'est dingue. Donc ça, c'était la première chose. Et ensuite, du coup, on voulait montrer que ces mégots, s'ils étaient jetés à Paris, en fait, ils allaient descendre la Seine et finir dans la mer. Donc, on a descendu, en fait, tout ce parcours-là, tout simplement, à la nage, en relais, à 4 nageurs. Donc, j'utilise vraiment l'aventure comme vecteur pour faire passer un message, essayer de changer un comportement. En l'occurrence, là, jeter son mégot à la poubelle. Et peut-être que certains connaissent un petit peu plus, du coup, l'image d'après, qui a été une aventure assez dingue qui s'est faite avec Théo Curin et Malia Metella. Et là, c'était la traversée du lac Titicaca en autonomie à la nage, mais du coup, en tirant un radeau de 500 kilos, c'était vraiment une sacrée mauvaise idée de Théo Curin, mais bon, on est allé jusqu'au bout. Et c'était un lac ordinaire à 3800 mètres d'altitude, qui fait 14 fois le volume du lac Léman. Bref, c'est impressionnant et pourtant, il est très aussi touché par le réchauffement climatique, par la pollution, notamment la pollution du plastique. Donc là, on a fait un travail pendant un an et demi pour financer un bateau en fait qui va faire bateau poubelle sur les îles principales pour récupérer les déchets là où aujourd'hui ils sont ou brûlés ou jetés dans le lac. Voilà en quelques lignes du coup ce que je fais. J'utilise l'aventure pour parler de certains sujets et c'est pas très loin de ce que fait aussi Romain. Merci Mathieu, j'ai même plus besoin de faire les transitions du coup. Romain, je me tourne vers toi du coup pour que pareil, tu fasses une petite présentation rapide de ton lien à l'eau, notamment aussi de tout ton engagement économie circulaire et le lien que ça, la boucle que tu en fais. Et voilà, raconte-nous un peu qui tu es pour les personnes qui ne te connaissent pas. Ouais, alors en fait, moi j'ai un profil plutôt entrepreneur à la base, même si ça fait 25 ans que le temps passe vite, que je navigue. Mais j'ai monté une agence de marketing sportif, un gros événement de voile, le Tour de Belle-Île, etc. Et en fait, la campagne Visit Again est née en 2016 quand on a décidé de redonner une seconde vie à ce trimaran que vous voyez à l'image, qui est l'ancien trimaran avec lequel Hélène MacArthur a battu le record du Tour du monde en solitaire. C'était en 2005, donc le bateau a changé de main après, et puis il est resté à l'état d'abandon sur un quai vraiment pas entretenu, il était dans un état misérable. Et donc on a décidé de le racheter, d'investir et de le remettre à niveau en utilisant un maximum de matériel et de matériaux existants pour limiter notre impact. Donc c'était donc évidemment moi ce souci de la protection de l'océan, ce souci environnemental de plus en plus. Et je m'étais dit qu'il y avait une histoire à raconter, qu'on pouvait faire la voile, la course au large au plus haut niveau différemment.
et qu'il fallait faire un peu attention à nos ressources. Donc, on est tombé pleinement dans ce sujet d'économie circulaire. Et ça, c'était vraiment passionnant. Parce que d'abord, on avait entre les mains un trimaran de légende, donc c'est sûr que ça joue après sur l'image du projet, bien évidemment, mais encore plus d'impact. Et, euh, et donc, on s'est lancé, bon, évidemment, ça paraît facile comme ça, mais c'était super compliqué. Donc, il y a eu quasiment 2 ans de mise en place. Et la première course à laquelle j'ai participé, c'était la Route du Rhum. Donc, je suis dans cette catégorie des trimarans ultimes, qui sont les plus gros trimarans. Et moi, j'arrive avec mon bateau qui a 20 ans cette année, qui avait 16 ans à l'époque. C'était déjà un peu vieux bateau par rapport aux derniers ultimes, voilà, foil, on dit qui volent, etc. Ce qui est le cas. Et donc, moi, je suis arrivé avec ce sujet d'économie circulaire. Donc, ça me regardait un peu comme un ovni, bien sûr. Qu'est-ce que c'est que cet ancien bateau, etc. C'est quoi ce sujet d'économie circulaire? En 2016, il fallait faire, 2018, pardon, il y avait déjà. Voilà, c'était quand même un sujet assez rare et notamment dans le sport. Donc, voilà, quand j'étais à Saint-Malo à parler d'économie circulaire sur les pontons, on me regardait un peu bizarrement. Et donc, voilà, donc depuis, cette première route du Rhum a pas mal marché. Et puis après, donc, je parlais tout à l'heure voilà, de ce tour du monde à l'envers. On a décidé de se lancer sur la tentative de record du tour du monde à l'envers pour mettre en avant encore plus ce sujet d'économie circulaire. C'est un record difficile, c'est le record le plus difficile au monde, qui est aujourd'hui qui est encore détenu par le même navigateur Van den Heede en 122 jours. Vous voyez, c'est super long par rapport au tour du monde classique dans le bon sens, qui est donc d'ouest en est et détenu en 40 jours. Donc vous voyez que c'est beaucoup plus long contre les vents. Donc on dit à l'envers, puisqu'on navigue contre les vents dominants. Donc voilà, donc c'est évidemment beaucoup de prêts dans l'absolu, etc. Mais nous, on a réussi à le reformater différemment avec le multicoque. On va chercher des vents portants, mais en faisant des grands détours, mais avec la vitesse du multicoque, donc du trimaran, c'est assez intéressant. Et donc, ce tour du monde à l'envers, comme je disais souvent, faire un tour du monde à l'envers pour remettre les choses à l'endroit. C'était montré qu'effectivement, avec un vieux bateau très solide comme celui-ci, on pouvait très fiable, on pouvait aller sur le défi le plus difficile, on va dire, le plus engageant, puisque faut passer 3-4 mois en mer. Et donc, c'était cette aventure. Donc, on y était, il y a un an, j'y étais. On est parti début janvier, début 2022. On était en double, j'avais décidé de le faire à deux, pour des raisons de sécurité essentiellement. Et je ne sais pas si j'ai bien fait, mais bon, là, voilà, pour la petite histoire, effectivement, le record s'est arrêté sur des rochers dans les canaux de Patagonie, mais moi, j'ai décidé de poursuivre en solitaire essentiellement ce tour du monde après avoir réparé le bateau à Ushuaia. Donc, il y a un an exactement, c'était en pleine réparation du bateau, c'était assez chaud. Et donc, voilà, pareil, je me sers de ce bateau. Comme je dis souvent, ce bateau, c'est mon outil pour communiquer sur le sujet d'économie circulaire. Donc, on est pleinement engagé. Comme je vous disais, je parlais du refit, donc de la remise en état de ce bateau. Et puis, en permanence, on est en train de choisir, dès qu'on peut, on essaie de trouver du matériel existant, de le reconditionner, de le réparer, etc., pour éviter d'acheter neuf, ce qui se fait beaucoup. Parce que derrière nos bateaux qui sont superbes, voilà, c'est une industrie évidemment très polluante. Hein, tout ça, c'est de la pétrochimie. Voilà, c'est difficile. C'est des bateaux faits en carbone. De construire une pièce, c'est énormément de matériel, de plastique, de fibres, de résine utilisées. Et donc, sur ce tour du monde, sur 8 voiles, j'avais 0 voile neuve. Ouais, j'avais 0 voile neuve. Là, donc c'était l'année dernière. Après, j'ai enchaîné par la route du Rhum en 2022, donc novembre 2022. Et j'ai dû simplement changer ma grand voile qui était vraiment cuite. Mais donc l'objectif, c'est vraiment de penser longévité dans le matériel, voilà, donner des idées, influencer, et c'est ce qu'on essaye de faire donc avec le bateau et en participant à des courses. Donc ça bouge aussi un petit peu dans le milieu, quoi. Voilà. Super. Donc, très bien. Donc là, vous êtes clairement tous les trois hyper engagés sur le terrain. Vous passez énormément de temps en extérieur, au contact de l'eau, sous ses différentes formes. Et donc, voilà, je pense que vous êtes des super témoins de ce qui se passe sur le terrain. Et je te passe la balle, Aurélie, pour poursuivre.
Merci à tous les trois de nous avoir réexpliqué un petit peu quel était votre engagement sur le terrain. Et justement, vous êtes bien au contact de cette hydrosphère dont il est question aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous constatez de l'évolution de la situation justement sur le terrain et des conséquences que ça peut avoir sur nos vies? On n'a pas tous la chance de vivre au Svalbard, ni d'être en train de naviguer sur l'océan sur un trimaran. Donc, on est peut-être un peu moins relié dans nos vies quotidiennes à cet élément de l'eau. Est-ce que vous pouvez donc, du coup, à tour de rôle, nous expliquer donc quelle est l'évolution que vous avez constatée sur le terrain et puis quelles peuvent être les répercussions pour nous? Peut-être, Heidi, tu peux commencer? Avec plaisir, Aurélie, merci. C'est parti pour les bonnes nouvelles, alors que je vais vous ramener des glaciers et des montagnes. On va commencer par cette partie-là du cycle de l'eau. Et en étant glaciologue, on est un peu les docteurs des glaciers. On essaye de comprendre comment les glaciers réagissent au changement climatique et pourquoi ils sont aussi importants. Tout simplement, si on s'intéresse aux glaciers des Alpes, un glacier, c'est très simple. Pendant l'été, le glacier relâche de l'eau douce. Donc ça, c'est très précieux. Relâche de grandes quantités d'eau douce et cette eau, elle nous sert à quoi? Déjà, c'est de l'eau douce, donc elle nous sert à nous, à boire, c'est de l'eau potable qui irrigue nos cultures, c'est de l'eau qui permet de produire énormément d'hydroélectricité. Si on regarde tout ce qui se passe dans la région, dans le bassin Rhône-Méditerranée, il y a énormément de barrages, de retenues, on produit beaucoup, beaucoup d'énergie verte. C'est de l'eau qui sert aussi au transport fluvial. Il suffit de regarder toutes les rivières d'Europe qui naissent dans ces montagnes alpines. Si on peut avoir du transport de marchandises, du tourisme fluvial, c'est parce qu'on a encore de l'eau dans ces rivières et c'est en grande partie connecté aux glaciers. Et enfin, si on s'intéresse un petit peu plus à l'énergie, on en parle beaucoup en ce moment en France, et heureusement, le long du Rhône, par exemple, il y a 4 parcs nucléaires qui ont besoin de l'eau du Rhône pour continuer à produire, pour continuer à refroidir ces centrales nucléaires. Alors, qu'est-ce qui se passe s'il n'y a plus de glaciers dans les Alpes? C'est très simple, ça veut dire que pendant l'été, si on n'a pas de pluie, si on n'a plus de neige à fondre, toutes ces rivières qui naissent dans les Alpes seront en situation assez compromise. Le Rhône sans glacier, par exemple, c'est 40% du débit en moins. Donc là, vous comprenez très, très vite, concrètement, l'importance de ces glaciers, l'importance de ces rivières qui s'écoulent des montagnes, et que finalement, nos activités au quotidien, que l'on soit dans ces montagnes ou que l'on soit à des centaines de kilomètres de ces montagnes-là, aujourd'hui, on a encore très clairement besoin de ces glaciers. Alors, la situation, elle est très compliquée parce qu'aujourd'hui, on est très clairement en train d'exterminer les glaciers des Alpes et aussi le manteau neigeux. On l'a vu ces dernières semaines, ces derniers mois. Si on se projette un petit peu dans l'avenir et que les concentrations de CO2 continuent à augmenter dans l'atmosphère, alors là, je vais vous parler plus de quantité d'eau que la qualité, mais là, on pourrait avoir une disparition quasi totale des glaciers des Alpes d'ici la fin du siècle. Et là, juste en ce moment, si on regarde ce qui se passe ces semaines-ci, on sait que les glaciers, déjà en hiver, ont trop peu de neige pour se recharger, ont trop peu de neige qui est tombée sur eux pour affronter les mois à venir, notamment les mois qui vont être forcément plus chauds. Donc, la situation est très compliquée. Donc, qu'est-ce qu'on fait? En fait, il n'y a pas vraiment de baguette magique si on regarde la neige et la glace. La seule solution qui a le plus de sens, qui est la plus efficace, et si j'ose dire, la solution la moins chère, c'est vraiment la décarbonation, c'est d'arrêter de brûler, d'arrêter d'investir déjà dans les énergies fossiles, ce serait pas mal, et aussi d'arrêter de brûler le plus possible d'énergie fossile, parce que tout ça contribue à affecter vraiment cette partie très, très en amont du cycle de l'eau. Donc la situation est très compliquée, mais j'ai hâte de voir ce que vont dire mes deux co-explorateurs par rapport au reste du cycle de l'eau et leurs observations en ce moment. Merci Heidi. Donc on va aller dans la suite logique des choses. Quand les glaciers fondent, ils se retrouvent donc à irriguer les terres. Et donc je donne la parole à Mathieu pour cette partie-là et ensuite on passera la parole à Romain. Merci Aurélie. C'est intéressant ce que tu dis, Heidi, par exemple sur le Rhône. Tu vois, je trouve on ne se rend pas vraiment compte à quel point est-ce qu'on est dépendant de tout cet écosystème. Et moi, en fait, je trouve qu'il y a un côté factuel. On manque d'eau.
mais il y a un côté émotionnel qui est très fort et que moi, je ressens très, très fort quand je vois la sécheresse, en fait, quand c'est un endroit qu'on connaît et dans lequel on se plonge tous les jours. Je pense qu'on sous-explore peut-être aussi l'impact émotionnel que ça peut avoir sur les jeunes, notamment. Tu vois, il y a un jeune sur deux qui souffre d'anxiété. C'est une étude qui a été faite dans plus de 10 pays. Mais je trouve que c'est tous ces facteurs-là qui font aussi qu'émotionnellement, notre génération va être confrontée, en fait, et est déjà confrontée à tout ça. Et pour dire que voilà, c'est pas juste qu'on manque d'eau, mais aussi sur tout notre état de santé mentale. Ça va avoir des effets qu'on va découvrir petit à petit. Maintenant, moi, mon point d'attention, en fait, parce que le sujet est tellement complexe, je me suis concentré au début beaucoup sur les déchets plastiques. Peut-être que Romain t'en parlera un petit peu aussi. Mais en fait, dans ce que j'ai pu voir pendant mon tour du monde en vélo, je pense que tu as dû voir un peu pareil, Romain, mais c'est des quantités assez énormes. Et ce que je trouve un peu pernicieux avec le plastique, c'est que vu que c'est que des microplastiques, on ne le voit pas forcément. La sécheresse, on va dire, entre guillemets, l'avantage, c'est que c'est visible, mais il y a toute une pollution de l'eau qui est invisible. Par exemple, si je mets, je sais pas, ma polaire dans ma machine à laver, il y a plein de microplastiques qui vont aller dans l'eau. Ça, je ne vais pas le voir. C'est pareil avec le mégot, en fait. Et ma grand-mère, elle me disait, le mégot, Mathieu, c'est un très, très bon désherbant. Ah oui, parce que ça, en fait, ça défonce tout. Et ce que je trouve dingue, c'est que ça, on ne s'en rend pas compte, on ne le voit pas. Mais en fait, si ça se trouve, c'est très courant de marcher dans une ville et de voir plein de mégots autour d'un arbre. Mais en fait, ça inhibe toute la vie autour. Et du coup, pour moi, il y a cette pollution qui est grandissante par endroits, sur lesquels il faut être extrêmement vigilant. Et pour autant, moi, il y a vraiment deux, on va dire, solutions que j'aimerais mettre en avant. Enfin, pas solutions, mais deux nouvelles positives. Tu parlais un peu de positivité, Heidi, mais la première, c'est dans la Seine, parce que vu qu'on a nagé dans la Seine, on s'est quand même pas mal posé la question de... Parce que tout le monde nous disait, mais en fait, la Seine, c'est dégueulasse, tu vas pas nager dedans. Et en fait, elle est à son plus propre depuis les 200-300 dernières années, parce qu'avant, il y avait des déjections des industries, toutes les déjections des maisons, ça allait directement dans la Seine. En fait, tout ça, progressivement, fait que c'est de plus en plus propre, jusqu'à en faire un fleuve baignable d'ici le prochain, en fait. Donc, ça va aller très vite. Mais c'est aussi une nouvelle positive en se disant que voilà, on ne se rend pas compte, mais un lieu comme la Seine, en fait, c'est le corridor écologique de Paris. Il y a des parcs. En vrai, il y a une vie extraordinaire sous l'eau. On voit que les bateaux, etc. Et du coup, nous, on a envie de rendre ça visible. On a envie de se réapproprier cette eau-là, réapproprier ces espaces, de pouvoir aller nager dans la Seine. C'est quand même un rêve extraordinaire. Et donc ça, c'est la première solution. Et la deuxième est autour du lac d'Annecy. En fait, il y a 50 ans, le lac d'Annecy, Heidi, tu connais bien parce que tu as grandi pas loin, mais en fait, il était atrophié par des algues vertes, notamment par des pollutions des industries autour. Et il y a un travail phénoménal qui a été fait entre toutes les communes pour essayer de créer un réseau de filtration d'eau et fermer justement ce lac aux industries. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on dit que c'est une des eaux les plus pures d'Europe et un terrain de jeu fantastique pour quelqu'un comme moi qui habite pas loin. Donc, tout ça pour dire qu'en fait, voilà, il y a des pistes de solutions qu'il ne faut pas noircir tous les tableaux. Et en même temps, là, tu vois, on revoit, merci pour revoir ça, là, c'est la cigarette. Je reviens juste dessus parce que pour moi, c'est un truc de dingue, mais je n'arrive pas à savoir comment est-ce qu'on met entre 2000 et 4000 substances chimiques dans un seul mégot. Mais techniquement, un cocktail, enfin un gâteau à préparer, on met max des ingrédients, déjà c'est beaucoup. Mais là, 2000, 4000, c'est hallucinant. Et voilà, moi, c'est vraiment mon caillou dans ma chaussure tous les jours. Dès que j'en vois, ça m'horripile. Et en même temps, je sais que je ne peux pas résoudre le problème tout seul. Donc, en tout cas, c'est au cœur de mes motivations. Mais le problème est beaucoup plus complexe. Et du coup, je laisse Romain peut-être suivre la suite. J'ai plus besoin non plus de faire les transitions, donc c'est parfait. À toi, Romain. Ouais, alors effectivement, le problème de l'eau, il est tellement complexe et c'est incroyable. Moi, je m'intéresse beaucoup effectivement à la source, à la montagne. Voilà, il n'y a pas longtemps à la Clusaz pendant un petit moment, il y a des sujets d'eau, voilà, de réserve d'eau. Bref, on ne va pas rentrer dans ces détails-là.
Mais effectivement, de la montagne, du glacier à l'océan, bah, voilà, c'est la même eau. Et il faut être vigilant sur tout ça. Qu'il y a une chaîne qui est en fait ininterrompue, quoi. Voilà, et ça va passer, Mathieu mentionnait la Seine, ça va passer par des villes, etc. Et on a tous cette responsabilité. Et en termes effectivement, sur le sujet de la responsabilité, nous, avec Use It Again, en fait, notre mission, c'est vraiment l'éducation. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que voilà, c'est l'éducation qui commence par les plus jeunes, bien sûr, mais il y a beaucoup de boulot à faire avec les moins jeunes. Bien évidemment, ce sujet du mégot, moi aussi, me rend dingue. Et encore ce matin, Mathieu, tu vois, je voyais un gars qui balançait, on est en bord de mer, tu vois, et il pense qu'en mettant son mégot dans la petite bouche d'égout, là, ça va disparaître comme par enchantement. Donc moi, ça me rend fou aussi, et souvent j'arrête les gens pour leur expliquer voilà, le nombre de litres d'eau polluée par un seul mégot. Mais donc voilà, c'est ce sujet de l'éducation, je pense qu'il est primordial. Ça me rappelle aussi des rencontres qu'on a fait lors d'escales en Polynésie. J'ai eu la chance de s'arrêter là-bas et de discuter avec des gens qui effectivement vivent l'eau, c'est voilà, un peuple polynésien qui sont dans des endroits absolument paradisiaques, qui vivent de la pêche, qui vivent du tourisme et qui ne traitent pas bien le littoral. Et ça a été quelque chose de frappant. Ça, c'est d'ailleurs, ça date de quelques années, c'était pas cette étape-là. Et on voyait ces gens, ces enfants qui jouaient avec des bouteilles plastiques, etc., qui laissaient leurs déchets sur le bord de plages absolument magnifiques, paradisiaques, et qui ne réalisaient pas qu'effectivement, la bouteille de plastique, si elle n'était pas gérée, déjà, bon, on s'en passait, mais si elle n'était pas gérée pour aller à la poubelle, je ne parle même pas de tri, mais en tout cas captée, elle allait finir effectivement dans l'océan. Et puis après, voilà, on lui a expliqué qu'après, si l'océan, voilà, ça allait devenir des petits plastiques, ça allait polluer, ça allait tuer les poissons, que les parents, pas les pêcheurs, ne pourraient plus pêcher. Et s'il n'y avait plus de poissons, il n'y aurait plus de touristes, etc., etc. Et donc, ce sujet voilà, de l'éducation, je pense qu'il est primordial pour tous. Et on a en fait, chacun de nous, l'exemple de la machine à laver, il est super intéressant aussi. C'est que chacun de nous, on a des gros efforts à faire. On peut tous mieux faire et on a des gros efforts à faire pour on a la chance d'être dans un pays hyper développé, l'eau coule du robinet facilement pour l'instant, et effectivement faut la gérer, quoi. Faut la préserver, faut l'utiliser avec parcimonie, etc. Donc ça, ce sujet d'éducation, il est global, il est super important. Ça, c'est une chose. Après, on arrive sur des sujets plus macro. Voilà, moi ce que j'ai effectivement, ce qui me choque dans l'océan, c'est par rapport à l'activité économique plus globale. Je parlais de la pêche, on pourrait y revenir, mais il y a aussi le nombre de containers perdus par an, quoi, du pareil à notre consommation, ces transports maritimes qui sont absolument colossaux. Le transport maritime perd 10 000 containers par an. Finissent dans l'océan. Donc, vous imaginez un petit peu le champ de mine que ça peut être pour nous avec nos bateaux. Donc, c'est super dangereux. Alors, heureusement, ils ne sont pas tous en surface. Quoi. Je dis heureusement. Mais en tout cas, sinon, on ne pourrait plus du tout naviguer. Et ça, c'est des choses qui sont liées, encore une fois, on parlait d'éducation avant, maintenant c'est le rythme de vie, la consommation au quotidien. Et ça, il faut réaliser qu'on est en train de, voilà, aujourd'hui sur l'océan, entre ces containers, la surpêche, etc., ça devient compliqué. Ouais, il y a vraiment, il n'y a que dans l'océan Indien, donc c'est dans l'hémisphère sud, dans l'océan Indien, voilà, proche du point Nemo, d'ailleurs, le plus éloigné de toute terre, où je me suis senti assez seul, j'ai pas rencontré de bateaux de pêche, pas rencontré de trafic maritime, etc. Et donc finalement, ça fait pas beaucoup d'endroits dans le monde. Bon, je parle pas du Grand Sud, mais bon, le Grand Sud est aussi peuplé par les bateaux océanographiques, etc. Mais donc il y a du monde partout, quoi. Il y a du monde partout, il y a de la pollution partout, et ça c'est vraiment hyper en fait dans le monde dans lequel on vit. Et voilà, ça nous ramène à ces sujets de croissance,
slash décroissance, bien sûr, voilà, de ce sujet d'économie circulaire que je porte, qui je pense est une économie beaucoup plus raisonnable. Il faut effectivement inverser la tendance, quoi, parce que la surconsommation en général et donc l'exploitation de l'eau, hein, bien sûr, va rendre effectivement le difficilement vivable, hein, on va dire ça comme ça, quoi. Super, parlons justement d'inverser la tendance, Romain, et je vais recommencer avec toi là-dessus. En soi, si je fais un peu le résumé, moi j'ai entendu par rapport à tout ce que vous avez dit qu'il y a quatre grands facteurs de ce dérèglement de l'hydrosphère. Il y a le changement climatique, Edith en a parlé au début. Il y a tout le côté pollution, plus Mathieu, tu as fait le point là-dessus. Il y a le côté surutilisation, justement des ressources avec Romain. Et on a aussi mentionné à un moment l'artificialisation des sols. Donc tout ça, ce sont quatre choses que j'ai entendues que vous avez mentionnées. Là, on est un certain nombre et tous on va dire, engagés dans des organisations ou dans des entreprises qui ont aussi des leviers d'action bien plus importants encore que nous, chacun individuellement. Qu'est-ce que on peut faire au niveau des entreprises, des organisations, pour justement commencer à inverser la tendance, Romain? Moi, je pense que j'ai tendance à dire que l'homme en général, la race humaine, l'homme, la femme, n'est pas schizophrène. Donc, j'ai envie de dire que ce sujet d'éducation, il est hyper important. Et donc, quand l'individu en tant que tel changera, aura compris, aura intégré qu'effectivement, il faut faire différemment, attention, etc., je pense qu'il va le répercuter dans l'entreprise. Donc, ça, c'est une première chose. Après, effectivement, de façon, dans une côté éducation de groupe, toutes ces initiatives, la fresque du climat, la fresque océane, etc., toutes ces initiatives qu'il peut y avoir en entreprise sont super importantes parce qu'on sait que voilà, l'impact de la communauté, de l'entreprise est plus fort que celle de l'individu. Et donc, tout ça, il faut vraiment l'inverser. Et tout en liant les choses. Voilà, tout en liant. Je suis un individu, j'ai mon impact, et je fais partie d'une grosse organisation. 45 millions d'euros de chiffre d'affaires. L'activité passagère, c'est-à-dire Claude nous raconte son chiffre d'affaires. Merci Guénel. Voilà. Et justement, on en parlait du chiffre d'affaires. Mais attention à ton chiffre d'affaires et à ce que tu vas en faire. Mais donc voilà, je pense que c'est super important. C'est super important de penser individu et de penser global. Et effectivement, aujourd'hui, comment je vais pouvoir gérer mon entreprise, l'impact de mon entreprise à 10 ans, 20 ans, et est-ce que ça va effectivement impacter sur l'environnement en général. Donc la croissance à tout prix, il faut en sortir, bien évidemment. Il faut être dans quelque chose de beaucoup plus raisonné. Et donc, on revient à ces sujets d'éducation, de valeur de l'individu. Dans quel monde je veux vivre, c'est quoi ce qui est intéressant? Est-ce que je suis toujours en train de rêver quand je vois quelqu'un passer en Porsche Cayenne ou pas, comme peut-être il y a 30 ans, j'en sais rien, moi pas du tout. Mais ça, c'est vraiment super important. C'est vraiment super important. Et je pense qu'il y a quelque chose à faire sans relâche, de très très fort. Et il faut aller voir, moi, voilà, j'essaie d'avoir beaucoup d'enfants, d'étudiants aussi après, parce qu'il faut inverser cette tendance-là. Et dès le plus jeune âge, bien évidemment, si on veut que les gens grandissent avec quelque chose voilà, qui soit ancré dans leur cerveau, pour derrière agir de façon raisonnable dans leur vie personnelle, individuelle et dans leur vie en entreprise. Voilà. Donc, il y a cette éducation, cette évolution personnelle qui justement est un driver pour tout, pour les vies et les décisions. Mathieu, je vais passer la balle et je vais aussi rebondir sur quelque chose que j'avais entendu de toi une fois, qui était l'eau virtuelle, ce concept-là. Et voilà, je te laisse juste avec cette petite graine, là, cette perche. Comment est-ce que les entreprises et les organisations peuvent aussi agir à leur niveau, d'après toi? Ouais, carrément. En fait, la première chose par laquelle j'aimerais commencer, c'est le pouvoir de l'imaginaire. Parce que tu vois, Romain, pour se mettre dans des galères comme un tour du monde à l'envers, déjà, je ne sais pas d'où vient cette idée, mais à un moment, il a rêvé de ça. À un moment, il s'est dit, ça va être cool d'être en plein milieu de l'océan, dans une tempête, de s'échouer sur des rochers, tu vois. Il s'est dit ça, et parce qu'il s'est dit ça, il s'est mis dans ce genre de situation. Et personne n'a obligé à faire ça. Il l'a fait tout seul. Et en fait, si collectivement, on arrive à avoir cet imaginaire, qui est un imaginaire
positif d'un monde dans lequel on veut vivre, en fait, les actions vont décliner de cet imaginaire. Et du coup, pour moi, il y a une grosse importance, c'est que quand on se projette dans une vision, dans un monde futur, on se projette dans un monde dans lequel on veut vivre. Idéalement, un monde dans lequel il n'y a pas de sécheresse. Parce qu'en fait, la sécheresse, ça cause plein de problèmes derrière, sur la santé, sur la nutrition, sur les mouvements migratoires. Enfin, tout ça, en fait, ça fout en gros un énorme bordel. Et donc, pour moi, l'important, c'est de se fixer un imaginaire, que ce soit une entreprise, un individu, en fait, dans quel monde on veut vivre. Et derrière, l'entreprise, c'est un moyen pour vivre dans le monde dans lequel on veut être. Et ça, c'est vraiment le pouvoir de l'homme par rapport à toutes les autres espèces, c'est le pouvoir de se projeter dans cet imaginaire. Donc, je dirais que c'est un peu la première base. Maintenant, dans l'action, concrètement, moi, il y a un truc qui m'a marqué quand je lisais mes articles sur la sécheresse, c'est qu'on me disait faire attention à l'eau du robinet, faire attention à tout ça. C'est quelque chose que, quelque part, j'ai un peu vécu. Mes parents ont vécu en Afrique du Sud. Il y avait le jour zéro à Cape Town. Il était limité à 50 litres d'eau par jour. Voilà, ça, c'était concret. C'était important. Et l'été dernier, je me suis un petit peu plié au jeu, mais je suis passé à côté, en fait, du gros de l'impact que j'aurais pu sauver. Parce que quand j'ai demandé, du coup, à Emma Aziza et à Charline Cardoso, qui sont 2 hydrologues, je leur dis, mais c'est quoi, en fait, les gestes numéro 1 qu'il faut faire, que tout le monde devrait faire? Si tu avais une baguette magique, en France, tout le monde peut faire ça. Et ils m'ont dit, en fait, elles m'ont parlé de l'eau virtuelle. Et j'ai dit, mais attends, je comprends rien. Il y a de l'eau réelle, c'est le robinet, c'est quoi l'eau virtuelle? Et ils me disent, en fait, l'eau virtuelle, c'est l'eau dont on a besoin pour produire, par exemple, 1 kilo de viande. 1 kilo de viande rouge, j'ai besoin d'eau pour nourrir le soja, pour amener le soja pour le transport, pour amener le packaging le produit dans son packaging, pour le manger, etc. Et tout ça fait que aujourd'hui, tout ce qu'on consomme a besoin d'eau. Donc, si j'ai besoin d'un t-shirt, ça demande de l'eau. Si j'ai besoin d'1 kilo de viande, par exemple, c'est 15 millilitres d'eau. 1 kilo de chocolat, 1 kilo de viande rouge acheté en supermarché, je précise, 1 kilo de viande rouge acheté en supermarché, dont la plupart ont été nourris par des cultures issues de la déforestation. Ça, c'est 15 millilitres d'eau. Ce n'est pas du tout la même chose si c'est de la viande locale. Et 1 kilo de chocolat, c'est 17 millilitres d'eau. Donc, en fait, 17 millilitres d'eau à côté de l'eau que j'ai au robinet, au total, entre le bain, la machine, etc., c'est à peu près 150 litres d'eau. Ça n'a rien à voir. Et en fait, je me suis dit, mais c'est dingue, ça, je le trouve dans pas d'article, dans presque aucun article. Il y en a qui en parlent, mais c'est plutôt des trucs un peu pointus, et le grand public n'est pas alerte là-dessus. Donc, parmi les premiers gestes qu'on pourrait faire pour essayer de réduire notre mauvaise utilisation d'eau, entre guillemets, mauvaise gestion d'eau à l'échelle mondiale, c'est réduire son alimentation carnée, donc manger plus de végétaux et moins de viande. C'est ce que me disent les hydrologues, et je me suis dit, mais en fait, ça apparaît pas dans les articles. Et donc, en 2 semaines, je me suis dit, j'ai envie d'en parler, et je me suis mis à faire le tour du lac d'Annecy à la nage. Donc, j'avais très peu de préparation, mais ça fait quand même 32 km. Je n'avais jamais nagé ça. Mais ça me tenait vraiment à cœur d'essayer de faire quelque chose à ma façon. Ce n'était pas parfait. J'ai eu que 2 semaines pour le préparer. Voilà, c'est quelque chose d'important et c'est quelque chose pour les entreprises, pour les individus, à prendre en compte aussi. Parce que derrière, que ce soit, on va dire, à l'échelle minime dans les menus qu'on peut proposer ou à l'échelle maximum, dans tout son process, en fait, combien d'eau est-ce qu'on a besoin en réalité? Est-ce qu'on pourrait faire les choses différemment? Ça me paraît quelque chose d'important. Mais de façon plutôt macro, moi, je crois beaucoup déjà à la réduction, du coup liée à son imaginaire, réduire sa consommation. Et la deuxième chose laquelle je crois pas mal, c'est l'économie de la fonctionnalité. Je ne sais pas si ça parle à certains ou à certaines d'entre vous. Mais en tout cas, l'idée, c'est d'arriver à décorréler sa croissance économique de l'extraction de matières premières. Donc, en ayant un business model, là, je parle vraiment plutôt pour les entreprises, mais autour de la location plutôt que vendre. Donc, si je prends un exemple très concret, une imprimerie, généralement, quelqu'un qui va imprimer des photocopies, son intérêt, c'est d'imprimer un maximum de copies. Et il y a une entreprise qui s'appelle FlexInc, qui, au lieu de vendre à son client un maximum de copies, dont la plupart vont finalement pas être utilisées et remplir juste un placard, ils disent on vous vend 1000 impressions. Sur ces 1000 impressions, c'est des impressions virtuelles, entre guillemets. Vous prenez à la fin que ce dont vous avez besoin, et tout ce dont vous n'avez pas finalement eu besoin, je vais vous les rembourser à moitié.
Et donc, ça va être un accompagnement pas que sur imprimer du papier, mais sur, en fait, c'est quoi votre besoin derrière? Est-ce que vous avez besoin de communiquer? Si oui, sur quel support? Et du coup, en moyenne, en fait, ils arrivent à augmenter largement leur marge de chiffre d'affaires, mais pas forcément le chiffre d'affaires global. Donc, globalement, financièrement, ils s'y retrouvent largement et ils offrent un service qui est beaucoup plus complet, beaucoup plus adapté, plutôt que vendre 10 000 copies alors qu'il n'y a pas du tout besoin. Et il y a des milliers d'exemples. J'aimerais beaucoup aller énormément en profondeur là-dessus, mais je vous laisse surtout creuser par vous-même l'économie de la fonctionnalité parce que le temps est limité et que les passions sont grandes. Voilà. Merci Heidi. Je vais terminer le tour avec toi. Quelles seraient tes recommandations au niveau des entreprises pour que justement on améliore la situation? Ouais, je crois qu'on a eu déjà des super bonnes pistes de Romain et Mathieu et je les remercie pour ça. Donc, je fais complètement écho à ce qu'ils viennent de dire. Notamment, j'aime beaucoup cet aspect de l'éducation factuelle, mais aussi, comme l'a dit Mathieu, éducation émotionnelle. C'est super important de travailler sur les deux tableaux. Je pense que nous, en tant que scientifiques, on se voit un peu la face en pensant à quel point le niveau de connaissance est avancé de tous les acteurs de la aux locales, à l'agriculteur, à la station de ski. On a vraiment un travail monumental, nous, de notre côté, à faire pour rendre ces connaissances accessibles à tout le monde. On y essaye, on publie beaucoup de rapports, beaucoup de publications scientifiques et on voit que ça ne suffit pas, on voit que ça ne marche pas. Il faut vraiment que ce soit une communication beaucoup plus humaine et que ce soit une communication aussi par le dialogue. Il faut vraiment qu'on s'écoute plus les uns les autres, qu'on comprenne pourquoi est-ce que des agriculteurs mettent en place des méga-bassines, pourquoi est-ce que des stations de ski mettent en place des retenues collinaires. Il y a vraiment beaucoup de travail à faire pour vraiment comprendre quelles sont les priorités, les peurs, les craintes de chacune et chacun. Par rapport à ça et cette notion d'éducation et du travail de scientifique, il y a vraiment un point sur lequel il faut qu'on s'améliore, c'est de vraiment arriver à faire comprendre la valeur de l'eau, la valeur de ces écosystèmes naturels. Et je vais prendre un exemple. Alors, Romain, pardonne-moi, mais je vais te donner un petit coup de pied dans la fourmilière. Je vais parler de ce qui se passe à la Clusaz et du plateau de Beauregard, où on sait que la station de ski souhaiterait installer une 5e retenue collinaire. Et le problème de cette retenue, c'est qu'elle risque de bloquer l'arrivée en eau d'une zone humide. Alors, juste pour ne pas rentrer dans les détails et pas prendre de parti, je veux juste se concentrer sur la valeur d'un écosystème naturel comme une zone humide. Une zone humide, en fait, nous, on est très mauvais, les scientifiques, pour dire combien ça permet à la Clusaz d'économiser. Parce qu'une zone humide, ça fait quoi? Ça absorbe des émissions de gaz à effet de serre. C'est dingue. Ça marche super bien, alors que cette technologie, elle n'est pas encore tout à fait là. Elle marche dans quelques pays, mais c'est vraiment peanuts. Cette zone humide, elle filtre l'eau gratuitement toute l'année. Elle fait ça, on ne lui demande rien. Elle fait ça super bien. Et aussi, elle fonctionne comme une éponge. Elle va redistribuer l'eau au village de la Clusaz, à la station de ski de la Clusaz toute l'année. Mais combien est-ce que cette zone humide, elle permet de faire économiser à la Clusaz? C'est plutôt difficile à calculer. Et nous, pour l'instant, on n'y est pas, nous les scientifiques. Installer une retenue, une nouvelle bassine, et ça, on sait très bien calculer sa valeur. Ça va être quoi? Ça va être des nuitées, ça va être des journées passées à la station de ski, ça va être des canons à neige qui fonctionnent, des locations de ski, des dîners au restaurant. Et je pense qu'on a vraiment un décalage énorme, et je sais que Change Now travaille là-dessus, sur cette éducation de la valeur à la nature, de la valeur de ces services rendus par les écosystèmes. C'est comme ça qu'on appelle ça. Et ça, c'est vraiment très important. Donc certes, voilà, une zone humide, ça a une valeur, mais inestimable, tout comme 1 mètre cube de glacier a une valeur inestimable, tout comme une petite goutte d'eau a une valeur inestimable. Et cette notion-là, de peut-être redonner à l'eau sa vraie valeur, elle est très importante. J'en avais parlé le week-end dernier, j'étais à la convention des entreprises pour le climat et pensais, est-ce que le coût de l'eau est à sa juste valeur? Peut-être pas, tout comme la valeur d'une tonne de carbone n'est pas tout à fait à sa juste valeur aujourd'hui. Donc là, il y a des trucs à améliorer à ce niveau-là. Et enfin, il va y avoir beaucoup d'arbitrage à faire, en tout cas dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Et ça, c'est pas très positif, mais il va falloir y aller. On sait que très vite, il va falloir se concentrer sur quelles sont nos priorités. Si on se recentre sur ce dont je parlais tout à l'heure, le Rhône, par exemple, on sait que tout le bassin Rhône-Méditerranée, c'est le premier bassin agricole de France en valeur. C'est le premier bassin de production d'énergie en France. Il y a aussi énormément de transport fluvial. Donc, quand il y aura beaucoup moins d'eau, parce que c'est sûr qu'on va avoir une période
j'espère que ça s'améliorera par la suite, mais où on aura de plus en plus de tensions, de plus en plus de conflits, comment est-ce qu'on donne des priorités? À qui on donne ces priorités? Et justement, plutôt que de se diviser, et là on est clairement là-dedans en ce moment, plutôt que de se bâcher les uns les autres, il va vraiment falloir qu'on s'assoie tous autour d'une table et de comprendre comment est-ce qu'on peut faire ensemble pour faire en sorte que nos systèmes économiques s'adaptent, changent et arrivent à être positifs par rapport à ce cycle de l'eau. Donc, il va falloir avoir beaucoup de courage, ça c'est sûr, dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, beaucoup d'audace, mais aussi énormément, et ça va être très difficile, mais de bienveillance par rapport à ça, parce que les tensions risquent d'être assez accrues dans les prochains mois. Donc voilà, beaucoup de bienveillance, beaucoup de courage, on en aura besoin, et j'essaie de transmettre ça, en tout cas au niveau des entreprises et des collectivités. Et Heidi, juste pour rebondir, c'est intéressant ce que tu dis, cette guerre des usages, parce que c'est aussi ce qu'on voit en fait déjà notamment dans beaucoup d'endroits, mais c'est assez exacerbé aux États-Unis, en Californie, où en fait il y a des champs entiers qui sont aujourd'hui complètement désertiques et des golfs à côté qui sont encore inondés d'eau ou des villes avec des fontaines. Et c'est un peu la dystopie vers laquelle on ne voudrait pas tendre. Et c'est pour ça que c'est aujourd'hui que ces décisions sont importantes parce qu'en fait, derrière, on va en subir les effets pour les années à venir. Merci. Est-ce que Romain, tu veux aussi rebondir avant qu'on passe à la session de questions et réponses? On a reçu une question qui est un peu en lien avec ce qu'Heidi disait par rapport à l'éducation, mais avant de la poser, je voulais voir avec toi, Romain, si tu voulais aussi rebondir sur les propos de Mathieu et de Heidi à l'instant. Écoute, non. Non, ça va. Rien de neuf. Non, mais effectivement, on revient à ce sujet de vivre ensemble et que tout le monde se comprenne. Voilà, que les politiques auraient dû écouter les recommandations des scientifiques il y a des dizaines d'années parce qu'elles sont pas nouvelles. Et on voit qu'ils sont sous pression aujourd'hui par toutes ces super ONG, tous ces activistes qui font un travail absolument incroyable. Là, aujourd'hui, à propos de l'eau, il y a le traité sur effectivement l'exploitation des fonds sous-marins qui est en train de se décider en ce moment. Et les activistes sont à fond là-dessus. Il y a des gens super, communauté internationale. Bon, il y a ce sujet, sans rentrer dans les sujets qui fâchent, mais voilà, sur ICOP, etc. Bon, ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup d'ONG, d'activistes qui sont très importants, qui font partie de l'écosystème pour justement mettre la pression pour aller plus vite. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je soutiens de façon générale, de façon globale. La désobéissance civile, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus le choix, il faut en passer par là. Et beaucoup de gens sont d'accord là-dessus. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, mais aujourd'hui, le gros sujet, c'est qu'on n'a plus le temps, en fait. Et ça, c'est quelque chose, moi, ce rapport au temps sur lequel j'ai eu l'occasion de beaucoup réfléchir pendant mon tour du monde, il est essentiel. C'est que je pense que, voilà, Heidi le dira plus facilement que moi, mais je pense que si on était dans cet état de transformation, de réflexion il y a 30 ans, peut-être que ça irait, quoi. Ça irait encore aujourd'hui. Et là, on a des dizaines d'années de retard qui sont cruciales parce que l'activité économique s'emballe, de façon générale, elle ne ralentit pas du tout. Donc, en fait, chaque année, chaque jour qui passe est vraiment crucial par rapport aux émissions de gaz à effet de serre, aux préservations de la biodiversité, préservation de l'eau, de l'océan, bien sûr. Et tout ça, ça s'emballe. Donc, il faut arrêter, il faut enrayer cette machine qui s'emballe. Et aujourd'hui, on a besoin de décisions structurelles très fortes. Et là, c'est que les politiques, quoi. Voilà, les grands changements d'activité, c'est les grosses entreprises, bien sûr, mais ce qui va mettre un frein, ce qui veut poser un frein, c'est le législateur qui doit absolument poser des bases qui soient contraignantes. Aujourd'hui, on n'a plus le choix. C'est plus le monde des bisounours. Donc, on peut être positif, on peut penser qu'on peut renverser la tendance, bien sûr. Et voilà, ça j'y crois. Sinon, je ne serais pas là à me battre au quotidien. Mais il faut absolument inverser la tendance et il va falloir se faire un petit peu mal par certains endroits parce que d'autres, nous, comme je le disais tout à l'heure, on est dans un pays très préservé, mais les catastrophes naturelles sont bien là, malheureusement. Voilà, la crise hydrique, elle existe dans beaucoup de pays déjà. Et il va y avoir effectivement ces phénomènes
internationaux, de migration, de plein de choses comme ça, qui vont être compliquées parce que effectivement, on aura, voilà, on va se battre pour avoir l'eau. Donc, cette ressource, encore une fois, est à préserver et donc nos politiques doivent agir absolument pour prendre les bonnes mesures. Voilà. Merci. Donc, il y a une remarque qui est arrivée dans le chat par rapport justement à la prédominance des communications sur les problèmes versus la communication sur les solutions. Donc, avec ChangeNow, effectivement, on est aligné sur le fait qu'aujourd'hui, il faut accélérer la promotion des solutions pour montrer tout ce qu'il est possible de faire. Mais effectivement, une grande part de la visibilité médiatique aujourd'hui est dédiée aux problèmes. Et donc, Heidi nous faisait part de l'importance de la sensibilisation de tous les publics. Comment faire pour justement, au-delà de l'organisation d'événements comme ChangeNow ou d'autres événements qui peuvent avoir lieu, comment faire pour accélérer justement la diffusion, la promotion, la connaissance de ces solutions qui existent tout autour de la planète, portées par les entreprises, par les organisations, par les ONG. Quel est votre point de vue justement sur le changement de message qu'il faut apporter collectivement pour aller plus vite? Est-ce que l'un d'entre vous veut commencer? Je sais pas, Mathieu, si tu veux commencer comme tu veux. Vas-y, je suis. Ok, merci. Non, mais Aurélie, je pense que c'était une question absolument essentielle. Et du point de vue scientifique, certes, voilà, on est toujours ceux qui amènent des mauvaises nouvelles, mais on voit que ça ne suffit pas aujourd'hui, que moi, quand je fais des interventions, des conférences, et que vraiment ça clique dans le public, que les gens comprennent vraiment la situation dans laquelle on est. Ce qui est absolument génial et ce qui me met du baume au cœur quotidiennement, c'est que la première question qu'on me pose, c'est mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et on le voit là dans le chat aujourd'hui. Hein. Là, on vient de passer 1 heure à raconter voilà, vraiment la situation de crise dans laquelle on est au niveau de l'eau. Et qu'est-ce qu'on voit dans les premières questions? Mais c'est qu'est-ce que je peux faire immédiatement à mon niveau? Et ça, c'est vraiment génial. Et ce qui est certain, c'est qu'il va falloir passer très rapidement de la connaissance à la solution. Et il faut que nous, les scientifiques, on accompagne ça. Il faut que des gens comme Romain et Mathieu le font super bien. Il faut immédiatement mettre à disposition, inspirer, motiver le passage à l'action. Et pour moi, ce passage à l'action va vraiment se faire au niveau des territoires, au niveau local. On sait qu'il n'y a pas une solution miracle, voilà. Quoique au niveau de l'eau, on peut tous déjà économiser. Je pense que c'est au niveau de la sobriété de la consommation d'eau, de l'eau normale ou de l'eau virtuelle est très importante. Mais il faut que ça se passe au niveau des territoires. Et c'est là, je pense, où ChangeNow a aussi un rôle vraiment capital à jouer. C'est qu'il faut qu'on organise des rencontres aussi, certes au niveau national, international, mais aussi peut-être au niveau de ces territoires. Donc, par exemple, je ne sais pas, le bassin d'Annecy, le bassin de Lyon, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les scientifiques soient là pour faire, certes, voilà, un bilan, un constat, qu'ensuite les entreprises et leurs leviers d'action extraordinaires soient là, que les collectivités locales, que les collectivités territoriales soient là, et que le grand public, les jeunes et les moins jeunes générations fassent pleinement partie de ces événements-là. Parce qu'il faut vraiment qu'on s'assoie tous autour de la table et qu'on discute, comme j'essayais de le dire tout à l'heure, mais de ces tensions, de ces conflits, de ces priorités, qu'on s'écoute vraiment les uns les autres et qu'on prenne des décisions collectives. Mais il faut que ça passe par du dialogue, j'en reviens toujours à ça. Il ne faut pas qu'on se sépare, qu'on pense en silo, il faut que ce soit méga transversal et qu'on travaille tous sur des solutions. Et je pense que cette échelle voilà, locale, territoriale va être vraiment très importante. Mathieu, je te repasse la balle. Excellent, parce qu'en fait, je te rejoins complètement sur le fait de désiloter, et pas que à l'échelle des territoires, mais aussi à l'échelle des entreprises. C'est-à-dire que pour passer vers un modèle en fait, de fonctionnalité, de service, ça demande aussi énormément de collaboration. Et la collaboration, la coopération, ce n'est pas une valeur, c'est quelque chose qui se travaille. Quelle est ma place dans l'écosystème? Quelle est la place des autres? D'avoir une bonne communication, une bonne confiance. Et après, pour moi, c'est important. Tu disais le travail fantastique, Romain, que font les activistes et tout. Et je trouve ça trop bien. Et je sais en même temps qu'il y a des gens que ça n'inspire pas. Et je sais en même temps qu'il y a des gens qui ne se retrouvent pas forcément là-dedans. Et donc, je pense qu'on a besoin d'avancer sur tous les créneaux, en fait. On a besoin d'avancer avec les activistes pour que ça fasse bouger un petit peu le ventre mou. Il y a besoin de gens dans les entreprises, dans les organisations,
qui sont plus mitigés, qui utilisent le jargon, qui sont un petit peu des chevals de Troie, quoi, des chevaux de Troie, qui utilisent le jargon de l'entreprise pour essayer de la faire évoluer aussi, montrer qu'il y a des possibilités de changer. Et moi, en tout cas, personnellement, ce qui m'a toujours donné de l'espoir, c'est toujours rechercher des solutions. Donc, dès que j'ai été beaucoup touché en fait par la sécheresse en tant que nageur, c'est simple, tous les jours, je voyais le niveau de l'eau un petit peu baisser. C'est ça qui m'a poussé à faire cette phase de recherche et ensuite à aller trouver les solutions. Et une solution, par exemple, qui me paraît vraiment simple, mais pourtant tellement efficace, c'est que si on fait l'équivalent du lundi vert, c'est une initiative qui était lancée en 2019, 1 jour par semaine, tous les adultes ne mangent pas de poisson, pas de viande, ça permettrait de réduire l'équivalent des émissions de tous les vols internes en France. C'est pas, je dis pas, enfin, ça me paraît pas inatteignable. Et je pense que tu parlais, Heidi, de quoi est-ce qu'on peut renoncer pour ce monde-là, pour le monde dans lequel on veut vivre, pour un monde qui soit meilleur. Je veux dire, passer de 130 à 110 km/h sur l'autoroute, est-ce que ça, c'est oui, non, mais en fait, on va devoir établir un peu ces protocoles de renoncement pour avoir de l'eau pour boire tous les jours, pour vivre avec nos enfants, voilà. Jusqu'où est-ce qu'on est prêt à aller? Et je pense que la plupart des gestes, je ne parle pas de trucs, voilà, je ne parle pas à tout le monde d'être vegan du jour au lendemain, tu vois. Mais je pense qu'il y a une somme de petits gestes comme ça, hein, dans lesquels je crois beaucoup. Et par exemple, jeter son ego à la poubelle, c'est quelque chose de très accessible. La moyenne entre quelqu'un qui jette son mégot et la poubelle de distance, c'est 17 mètres. Donc, en fait, quelqu'un qui marche 17 mètres, voilà, ça ne me paraît pas non plus inatteignable. On ne parle pas de gravir l'Everest, on ne parle pas de faire ce truc de dingue. Donc voilà, pour moi, c'est un truc important. Agnès dit, est-ce qu'il faut bannir les jeans? En fait, des jeans, il y en a tellement sur le marché aujourd'hui qu'on pourrait réutiliser, etc. Donc, il n'y a pas... pour moi, c'est bannir le principe même de la mode. Et là, on serait à un niveau au-dessus, quoi, de l'effet de mode, en tout cas. Mais et des solutions dans les entreprises, ouais, il y en a un paquet, je pense, sur lesquels on peut s'inspirer. Et il y a surtout un marché, du coup, énorme. Si on prend le jargon dans l'entreprise, il y a un marché énorme sur le fait, justement, d'arriver à produire avec moins d'eau, parce que peut-être que le coût de l'eau va augmenter, comme le coût de l'énergie. Et que du coup, il y a peut-être une opportunité à saisir et beaucoup qui saisissent justement comment est-ce qu'on arrive à récupérer les eaux de pluie et comment est-ce qu'on arrive à gérer tout ce cycle de l'eau pour qu'on puisse au minimum utiliser l'eau. Et j'ai vraiment juste envie de partager un autre projet que je trouve super inspirant, pour le coup par Procter & Gamble. Alors, j'ai aucun intérêt dans Procter & Gamble, mais ils ont lancé le projet qui s'appelle 50 Liter Homes, dont le but est de concevoir des maisons où on va connecter ses toilettes avec sa douche, avec sa machine à laver, et de faire en sorte que le confort qu'on aurait à consommer 500 litres d'eau soit en fait le même que celui qu'on utilise quand on a 50 litres d'eau. Et donc, ils essaient ça sur des bâtiments existants et sur des nouvelles constructions, notamment dans des zones où il y a énormément de stress hydrique. Donc, je pense au Mexique, en Inde. Et là, ça demande justement ce niveau de collaboration parce qu'il faut travailler avec ceux qui gèrent l'eau, avec tous les acteurs, avec des acteurs de la construction, avec Ikea, avec Siemens, etc. Et ça demande ce niveau-là de coopération, en tout cas pour essayer, pour eux, en tout cas, c'est un peu de la survie, à continuer à vendre du shampoing dans un monde où il n'y a pas d'eau, quoi, ou beaucoup moins d'eau. Donc voilà, quelques pistes en tout cas à partager. Je vais rebondir, Mathieu, sur ce que tu as dit aussi. Je vois, Romain, que tu as mentionné en effet Mud Jeans. Je voulais parler de là, par exemple. Ça, c'est un super exemple de business model qui a été développé. C'est une entreprise qui vient des Pays-Bas. Eux, ce qu'ils font sur les jeans, c'est qu'en fait, ils sont consignés. En fait, ils sont loués quelque part. Et à la fin du cycle de vie, on les renvoie à Mud Jeans, qui nous rembourse une partie. Mud Jeans arrive à réutiliser, à recycler en fait 80 du jean que tu as renvoyé pour en refaire un neuf. Donc, en gros, tu réduis très clairement la quantité de coton, et sachant que le coton, je crois que c'est toi qui connais bien les footprints en eau, mais en gros, je crois qu'un jean, c'est 10 000 litres, quelque chose comme ça, d'eau.
Donc voilà, ça c'est un business model nouveau. Tu parlais aussi de la location tout à l'heure. Ben, ça c'est clairement un exemple. En fait, des solutions, on a beaucoup. Le vrai sujet, c'est comment est-ce que ça passe à l'échelle, comment est-ce que les autres entreprises, en fait, il y a beaucoup d'open innovation à avoir. Des acteurs entreprises peuvent réduire, surtout dans la mode aujourd'hui, il y a énormément de choses, mais peuvent réduire leur empreinte. Tu parlais de la pollution ou de l'utilisation sur les comment ça s'appelle, sur les teintures, qui est un polluant énorme. En fait, il y a deux manières de faire. Soit il y a des entreprises qui font comment dire, des teintures qui ne sont plus chimiques, donc qui sont naturelles et donc beaucoup moins polluantes. Soit justement des teintures qui sont faites à sec et qui utilisent 90% moins d'eau que ce que fait la teinture classique. Voilà. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, des solutions, en effet, il y en a beaucoup. Et je pense, moi, c'est quelque chose qu'on pousse, nous, à ChangeNow, justement, c'est de créer cette collaboration entre tous les acteurs économiques et ces solutions qui existent, et parfois même des politiques qui vont dire « Ah, bah, ça existe, on peut passer la loi ». Et donc, voilà, c'est juste, moi, si je devais donner un petit conseil ici, c'est soyez tous autant que possible en soutien de ces solutions-là, parce que le seul truc dont elles ont besoin, c'est de pouvoir grandir et passer à l'échelle et devenir la nouvelle norme. Super. Et je ne sais pas si Romain, du coup, tu avais quelque chose à ajouter avant qu'on passe à la prochaine question. Non, mais c'est marrant, ouais, Santiago, tu vois, j'avais rencontré le boss de Mode Jeans il y a quelques années à ChangeNow. On a fait un petit bout de chemin ensemble et j'avais découvert effectivement cette économie de la fonctionnalité. Ouais, je suis à fond là-dessus, bien sûr. Puis après, moi, mon gros dada, c'est la responsabilité élargie du producteur, la fameuse REP, qui devrait être mais, vraiment le truc obligatoire en France pour toute entreprise. Tu mets un produit sur un marché, tu en es responsable. Et ça, je pense que c'est voilà, la responsabilité personnelle, responsabilité de l'entreprise, elle devrait être obligatoire parce que sinon, effectivement, on crée tout et n'importe quoi. On est dans la fast fashion, on est dans l'objet qui sert à rien, etc. Et, on peut plus se le permettre. On a vu les limites. Tout à l'heure, effectivement, Heidi a mentionné c'est voilà l'action locale, voilà, qu'elle soit de l'international au local. Je pense que c'est vraiment super important. Moi, j'habite aussi dans un petit village. On voit la responsabilité, l'impact qu'ont les maires et ça, les mairies, qui est absolument énorme. Et moi, voilà, je ne peux pas être médisant, mais globalement, on voit quand même qu'il y a moi, je trouve qu'il y a une distorsion entre le pouvoir, finalement, pouvoir environnemental, hein, l'impact que peut avoir une mairie et les gens qui y travaillent, la capacité voilà, la connaissance qu'ils ont par rapport au sujet. On parle de BTP, on parle d'artificialisation des sols. Voilà, moi qui suis sur une commune du littoral, c'est quand même assez affligeant de voir comme c'est géré. Alors, de temps en temps, il y a des bonnes choses, mais pas que. Et on est encore, moi, je trouve beaucoup voilà, dans le monde d'avant, dans le refaire, voilà, mettre du béton un peu partout, etc. Et on n'est pas beaucoup dans l'autolimitation. Donc, effectivement, si on revient sur ces sujets d'éducation, d'aller de pousser au local, de leur faire prendre conscience, effectivement, qu'ils peuvent agir de façon plus positive par rapport à l'environnement, par rapport à leur impact sur l'eau. Et ça, bah voilà, faut aller chercher les bonnes solutions, leur soumettre et tout. Et c'est pas facile. C'est pas facile dans un pays comme le nôtre, je trouve. Mais effectivement, rien n'est perdu. Il faut aller se battre. Mais c'est évident que après l'action, elle va être, voilà, elle va être locale, elle va être dans les petits villages, dans les agglomérations, et ça pourra basculer dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Mais en tout cas, il faut pas uniquement attendre les décisions qui viennent d'en haut du haut de l'État ou de la communauté internationale. C'est évident qu'il faut se battre aussi en local. Voilà. Donc beaucoup d'efforts, beaucoup d'efforts à faire, effectivement, et pour que chacun prenne conscience de son impact. Merci. Donc, on est bientôt à la fin du temps imparti pour ces échanges passionnants d'aujourd'hui. Moi, j'ai envie de vous poser une question. Quelles seraient, selon vous, donc les 3 actions concrètes, prioritaires qu'il faudrait mettre en place tout de suite pour justement infléchir la tendance? Peut-être Heidi, tu peux commencer et ensuite les autres pourront réagir. Et je pense que Santiago, tu peux aussi répondre à cette question, toi qui vois passer de nombreuses solutions à ChangeNow tous les ans. Donc voilà, c'est une question que je vous pose à tous les 4.
Merci Aurélie. Ouais, écoute, pour moi, je vais peut-être me répéter, mais je suis vraiment convaincue de l'importance de l'éducation, tout comme Mathieu et Romain l'ont dit. Il faut que cette science soit accessible à tout le monde et vraiment que nos décisions reposent sur cette science-là. Parce que voilà, on commence très vite à prendre des mauvaises décisions quand on n'est pas tout à fait au courant des conséquences de nos actions. Donc pour nous, les scientifiques, déjà, qu'on se réveille un peu, qu'on rende cette science accessible et qu'on ait vraiment une communication scientifique d'humain à humain et qu'on s'écoute et qu'on essaie de se comprendre et de prendre des bonnes décisions ensemble. La deuxième chose, et Santiago l'a dit, je pense que c'est vraiment crucial d'oser s'engager. Parce que ces solutions, voilà, si on veut qu'elles puissent se diffuser, il faut finalement que les réglementations, que les régulations embarquent le pas. Et ça passe par notre engagement, alors tant au niveau très local, au niveau associatif, au niveau de notre entreprise, au niveau de notre… C'est Jean-Louis Etienne qui dit souvent qu'on utilise notre cercle d'influence. On a tous un cercle d'influence, qu'il soit petit ou qu'il soit gigantesque, donc autant l'utiliser pour une bonne chose. Et l'engagement, ça passe aussi par faire une sorte de petit lobbying dans son entreprise ou aller voter, par exemple. Et ça, j'en appelle aux jeunes générations qui ne se retrouvent plus du tout dans notre modèle politique aujourd'hui. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je comprends bien sûr. Mais aujourd'hui, il faut quand même aller voter. Il faut aller voter, il faut se bouger quand on a l'occasion de se faire entendre. Donc, utilisons notre voix de la façon la plus intelligente et surtout de la plus constructive possible. C'est très facile de dire ce qu'il ne va pas. C'est beaucoup plus difficile d'essayer d'avoir une approche constructive et d'essayer de comprendre voilà, les intérêts, les craintes des uns et des autres. Et la troisième partie, je vais rester très générale à ce niveau-là, mais c'est agir. Je pense qu'on l'a répété tout au long de ce webinaire. Quand il s'agit du sujet de l'eau, ça passe forcément par une certaine sobriété. Mais aussi, quand on touche à l'eau, on touche à tout le reste. Et Mathieu l'a bien dit, et Romain aussi, on parle de la nourriture, on parle de l'énergie, on parle des vêtements. Donc, agissons, agissez. Trouvez-vous vraiment un angle d'attaque et allez-y à 200%, voilà, que ce soit la nourriture ou vos vêtements ou les deux. On a vraiment toutes et tous besoin et intérêt de passer à l'action. Et encore une fois, de la façon la plus positive possible, en comprenant bien qu'on n'est pas tout seul sur cette terre et qu'on fait de notre mieux, mais on a vraiment besoin d'agir. Merci Heidi. Est-ce que Mathieu, tu veux prendre la suite? Ouais, du coup, j'allais dire Heidi, c'est trop bien en fait, ça me donne envie d'y retourner, quoi, d'y aller, mais en fait en complément, et je suis tout à fait d'accord avec toi sur tous ces points. Je rajouterais l'importance de l'imaginaire dont j'ai parlé, mais l'imaginaire, ça se cultive aussi. Et ça se cultive à travers des livres, ça se cultive à travers des films, ça se cultive à travers des rencontres. Moi, c'est vraiment les rencontres qui m'inspirent le plus et qui m'ont le plus inspiré tout au long de mon parcours. Notamment Heidi, Romain, Santiago, tous les trois, vous m'avez beaucoup inspiré. Notamment Aurélie, je te connais moins, mais ça ne gagne qu'à augmenter. Mais je veux dire par là que vraiment, à travers ces échanges, moi, ça m'a aussi construit. Je suis cette somme de ces rencontres et c'est quelque chose qui est très accessible. En tout cas, ça s'est fait petit à petit. Et donc, cultiver l'imaginaire, ce serait vraiment mon top 1. À travers cet imaginaire, on décline en fait du coup moins de consommation. On n'a pas le choix en fait. J'aimerais bien dire que les solutions sont dans les technologies, dans les techniques. Malheureusement, la solution numéro 1, c'est pas un truc qu'on peut vendre, c'est pas un truc qui est sur Instagram, c'est tout l'inverse. D'ailleurs, c'est un truc qui est très facile à faire pour beaucoup d'entre nous. Certains sont déjà par contrainte, notamment déjà dans cet effet-là. Pour beaucoup d'autres, moi inclus, il y a encore énormément de choses à réduire. Et troisième chose, parce que ça me tient vraiment à cœur, vraiment, s'il y a des fumeurs parmi nous, il n'y a aucun souci, vous pouvez fumer. Mais par contre, le mégot, c'est à la poubelle, c'est pas très compliqué. Les 17 mètres, ça va vous faire un petit peu de marche. Vous allez voir, c'est des clats, c'est un peu de découverte, c'est un peu une exploration urbaine parfois. Et puis, si les 17 mètres sont trop longs, vous pouvez avoir un cendrier de poche disponible. Et vraiment, si vous voulez passer au niveau Super Saiyan de Super Saiyan de Dragon Ball Z, pour ceux qui ont la référence, Super Saiyan de l'écologie, vraiment le lundi vert, c'est quelque chose aussi d'extrêmement accessible, donc vous pouvez faire le pas. Et si le lundi c'est trop compliqué, pensez au vendredi, c'est aussi pas mal. Voilà, quelques actions concrètes en plus de la sensibilisation dont on a parlé, Heidi.
Merci Mathieu. Romain, tu veux prendre la suite? Ouais, Mathieu, le rêveur, c'est beau, il nous fait rêver, il nous veut nous emmener. Là. C'est super, tu as bien raison, c'est super important et on fait aussi un peu tout ça pour, voilà, pour montrer qu'il y a plein de choses possibles, il y a plein de choses, belles choses possibles sur notre terre, bien sûr. Moi, je reviens toujours un petit peu sur mon truc, je pense qu'il faut faire évoluer le modèle éducatif et le baser davantage sur la responsabilité. Je pense que tout petit, tu vois, je suis papa et j'ai une toute petite de 3 ans après 2 grands. Et je pense que c'est super important de leur montrer que voilà, dès qu'ils utilisent quelque chose, dès qu'ils utilisent l'eau, notamment notre sujet, voilà, ça arrive pas comme ça. Il ne s'agit pas de se battre pour la minute, la douche en 1 minute 30, mais c'est vraiment super important de leur montrer que ces ressources qui sont encore une fois faciles pour nous, sont rares, vont devenir peut-être rares, on ne sait pas. En tout cas, sont rares pour beaucoup de gens. Et je pense que voilà, la responsabilité est très importante. Après, de façon, voilà, pour passer dans l'entreprise, monde que je connais bien, je trouve qu'il faudrait davantage légiférer pour les industriels qui utilisent l'eau. C'est que tu mets un produit qui utilise l'eau dans un produit qui va utiliser l'eau, c'est-à-dire qui est mis sur le marché. Tu utilises, je sais pas, tu vas vendre un tuyau d'arrosage, une chasse d'eau, etc. Je pense il faut mettre des contraintes pour pas qu'il y ait une surexploitation, surutilisation de l'eau. Effectivement, on sait tous aujourd'hui que voilà, nos chasses d'eau utilisent beaucoup plus d'eau qu'il ne faudrait, etc. Donc ça, je pense qu'il y a un vrai travail là-dessus à faire. Euh, et puis effectivement, après, concernant notre terrain de jeu, l'océan, il faut qu'il y ait un engagement beaucoup plus fort, bien évidemment. Voilà, là, on voit que ça bouge beaucoup en ce moment, hein, on l'a évoqué tout à l'heure, sur la protection de l'océan. Mais voilà, si on respire aujourd'hui, c'est grâce à l'océan. D'ailleurs, je vous engage à aller voir ce superbe film Les Gardiennes de la planète que j'ai vu en famille, superbe film sur les baleines. C'est vraiment top, vous y apprendrez tous quelque chose et les images sont incroyables. Donc, allez-y. Et donc, effectivement, comprendre que voilà, quand on jette quelque chose dans l'eau, il va nous revenir à la figure d'une façon ou d'une autre. Ça, c'est super important. Donc, cet océan, il est à préserver et on doit vivre davantage avec lui. Et ce qui est difficile pour beaucoup, moi qui ai grandi à Paris avant de migrer vers la Bretagne il y a pas mal d'années, c'est qu'effectivement, quand on est en ville, on est loin de cette nature. Et c'est pourtant une vie voilà, au quotidien où on a plus une activité consumériste, etc. On est assez éloigné de la montagne, des glaciers, des rivières, des lacs et de l'océan. Mais il faut effectivement toujours avoir ça en tête, il faut que ça revienne pour que voilà, l'océan ne meure pas. Et c'est difficile en ce moment. Voilà, il y a des mers en piteux état, malheureusement, qui sont notamment une qui est en France, enfin, pas de la Méditerranée, très, très compliquée aujourd'hui. Et de façon globale, voilà, c'est se battre contre la pêche illégale. J'ai rencontré des flottilles de pêcheurs chinois qui venaient piller des eaux, etc., etc. Donc, c'est effectivement très, très problématique. Donc, gros accent sur la sauvegarde de l'océan, sur respect océan. Voilà, Aurélie. Super. Et je vais clôturer cette question-là, ce tour, avec moi trois angles. Je vais en reprendre un quand même que tu as mentionné au tout début, Heidi, qui était cette urgence de sortir des énergies fossiles, qui pour moi est fondamentale puisque c'est vraiment ce qui bouleverse très fortement l'ensemble du système Terre. Et donc voilà, c'est facile à dire, c'est toujours plus dur d'agir en conscience, mais il faut se faire en fait, il faut faire cet effort-là personnel de toujours se poser un peu la question d'agir en conscience, de comment est-ce que je peux justement agir davantage pour réduire déjà qu'il n'y ait plus du tout de nouvelles explorations pétrolières. Donc voilà, ça peut passer par déjà nous au niveau de chaque entreprise de se dire comment est-ce qu'on est, quel est notre impact d'un point de vue énergie fossile, quelle est notre dépendance à ces énergies fossiles et se poser les questions pour en changer. C'est vraiment un premier volet.
Le deuxième que je vois, je vais surtout répondre d'un point de vue à nous, acteurs au sein d'une entreprise ou d'une organisation, comment est-ce qu'on peut agir. Le deuxième, pour moi, il y a le côté de sensibilisation, on l'a déjà beaucoup mentionné. Je dirais, ça passe par, ça peut être des affiches qui sensibilisent sur les choses, ça peut être tout simplement d'inviter des personnes comme vous, Heidi, Mathieu, Romain et plein d'autres qui sont engagés à justement à parler au sein de l'entreprise pour faire comprendre vraiment quelle est l'urgence et l'enjeu à agir. Et puis après, pourquoi pas faire une grande quête de mégots dans un de tes prochains dans un de tes prochains challenges, Mathieu. Mais lâche rien là-dessus, c'est canon. Et puis le dernier, je dirais, je pense qu'il faut réussir à sensibiliser au sein de l'entreprise à faire un bilan en eau. En fait, on fait beaucoup de bilans, on essaye là de plus en plus. En fait, le bilan carbone aujourd'hui est devenu quasiment quelque chose de bien compris et on le fait. On commence à se poser la question sur le bilan biodiversité. Quel est notre impact sur la biodiversité? Je pense qu'il serait temps de commencer à être un peu précurseur sur cette question-là et de commencer à développer le bilan en eau. Quelle est l'eau que j'utilise? Comment est-ce que je la réduis? Comment est-ce que je la pollue moins? Et se poser ce genre de questions-là, je pense qu'il va te donner vraiment un meilleur pilotage et sûrement même enfin, un vrai sens de la fierté puisqu'on va se sentir agir concrètement sur quelque chose qu'on voit tous les jours. C'est-à-dire que le carbone, on le voit moins, l'eau, on la voit tous les jours. Et donc, voilà, il y a vraiment, je pense, je dirais, ma recommandation serait vraiment de déployer ce bilan eau pour la suite. Voilà, si je devais donner trois axes, je crois que je vois en plus l'heure qu'on arrive pile à la fin du temps imparti. Donc, il me revient la responsabilité de conclure rapidement. Bon, c'était génial de vous avoir à tous là. Heidi, Mathieu, Romain, toujours aussi inspirant, aussi engagé, aussi à la fois, j'allais dire, hyper précis et aussi bienveillant parce que voilà, vous savez que ce parcours de transition, il se fait au fur et à mesure. C'est un parcours. Et vos mots-là sont vraiment pour essayer de faire comprendre, quel que soit le niveau d'engagement qu'on a aujourd'hui, qu'il y a une étape supérieure et qui est accessible à tous. Donc, je voulais vous remercier pour cette qualité de l'échange. Je dis également, je l'avais marqué rapidement dans le chat, il y a un prochain Change Now qui arrive, qui sera au Grand Palais éphémère les 25, 26, 27 mai. Vous êtes bien entendu tous les bienvenus. On parlait de Rob Hopkins. Rob Hopkins sera présent. On parle de l'eau. C'est une des sessions d'ouverture qu'on aura également sur la question de l'eau avec une activiste incroyable qui est Adenike Oladosu, qui lutte pour le lac Tchad, qui a perdu 90% de son eau. Voilà, il y aura plein de choses comme ça. Donc, je vous invite tous. Et pour le dernier mot et pour le mot de la fin, Aurélie, je te laisse la parole. Merci beaucoup à toutes et à tous, donc les participants, les intervenants et puis aussi Santiago pour avoir co-animé cette session en live avec moi aujourd'hui. Donc effectivement, Respect Océan et Change Now ont un partenariat historique maintenant puisque ce sera la 3e ou 4e année, je sais plus, que on pousse des solutions membres de Respect Océan à Change Now. Donc vous pourrez en retrouver quelques-unes cette année également, comme les autres années. Donc, on a hâte d'y être également. C'est un beau moment d'échange et de promotion justement de ce qui est possible, du positif. Et je pense qu'on est vraiment alignés en termes d'organisation sur cette action-là, qui est vraiment d'avoir un message inspirant et positif. Et on a souhaité aujourd'hui organiser cette session pour partager avec vous les explorateurs inspirants de nos écosystèmes respectifs et commun, puisque Romain est un explorateur du programme Change Now et c'est aussi notre ambassadeur. Et j'ai été ravie de découvrir Heidi et Mathieu à cette occasion-là. Donc, cette session a été enregistrée. Elle va être mise en ligne sur YouTube dans les jours à venir. Nous avons d'autres événements organisés par Respect Océan dans les jours à venir, notamment un live sur les retombées de Impact 5 qui s'est tenu au Canada. C'était le congrès international sur les aires marines protégées qui se tiendra jeudi matin. Et nous sommes aussi dans la dernière ligne droite du concours Océan Pitch Challenge puisque vous avez jusqu'à ce soir minuit pour soumettre vos candidatures. Donc, n'hésitez pas à profiter des dernières heures. Voilà. Et donc, sinon, Heidi, Santiago et Mathieu, je vous donne rendez-vous à Change Now au mois de mai. Et merci à toutes et à tous et bonne fin de journée.